Pierre Grosseur, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je me permets de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes agrégé et docteur en histoire et vous êtes surtout un enseignant dont certains sont ici d'ailleurs dans la salle. Vous êtes un de ces enseignants qui marquent les générations, notamment à Sciences Po, depuis plusieurs années. Et vous avez un parcours qui m'est cher, puisque vous êtes un véritable historien. Vous avez commencé à la fois dans vos travaux d'origine sur la fin de la guerre d'Indochine, et puis vous avez aussi su naviguer ici et là. Vous avez pendant des années été le directeur des études de l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères, et vous avez marqué un peu notre historiographie avec des ouvrages aussi bien sur les origines de la Deuxième Guerre mondiale que sur la diplomatie et l'importance que vous avez toujours fait et donné au continent asiatique, à la fois dans une perspective régionale, mais aussi dans une perspective mondiale. Vous nous proposez ce soir, finalement, de nous intéresser donc à cette confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et pour ce faire, pour ceux qui connaissent un petit peu le principe de ces débats, nous allons faire de la façon suivante. Pendant 40-45 minutes, nous allons échanger autour de 5-6 grandes questions qui structurent cette réflexion que nous avons dans le livre. Et puis, ensuite, nous échangerons avec la salle. Et pour commencer, je vais changer de position, finalement, et je vais revenir sur un élément qui me paraît important. Ce livre, si vous me permettez, il a une particularité, et c'est comme ça que j'aimerais commencer, c'est qu'il commence par la fin. Il commence par là où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez choisi finalement un titre évocateur pour parler de ces relations entre la Chine et les États-Unis, sujet d'actualité, sujet de tension, et vous nous invitez à recentrer notre regard sur cette relation, pas seulement sur la simple partie sino-américaine, mais aussi sur l'Asie en général. Alors, une première question assez large, pourquoi vous penchez sur ce qui pourrait advenir? Vous pourrez partir du principe que vous n'êtes pas encore Cassandre, et vous dites dans votre introduction, notamment, je cite, que vous revenez sur ce qui explique une guerre ou au contraire son absence de guerre. Et donc le terme d'ailleurs de guerre froide, comme on le trouve dans le titre, renvoie à des comparaisons et des similitudes. Alors, quelles seraient-elles? Il y a plusieurs questions en une fois. Alors d'abord, merci de cette invitation et ravi de revenir à l'école militaire. En fait, c'est un livre de commande qui devait être un tout petit livre, qui est devenu très très gros et qui ensuite a été rapetissé pour être seulement gros, qui était justement est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les deux. Et en fait, effectivement, je ne suis pas Cassandre, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai déjà du mal à expliquer le passé, alors prédire l'avenir, je pense que c'est vraiment très très compliqué, mais je pensais que c'était pas totalement inutile, inintéressant peut-être, qu'un historien se penche un peu sur cette question. Pourquoi? Parce que on a quand même pas mal de travaux aujourd'hui sur le pourquoi des guerres, qui ont été relancés notamment, pas en France, expliquer pourquoi, parce que nous on s'intéresse beaucoup aux guerres, mais j'allais dire à la guerre sur le terrain, pas énormément dans l'historiographie récente, mais pas tellement au pourquoi des guerres et aux grandes stratégies pendant la guerre, sauf dans des cercles plutôt restreints. Et donc, comme je m'intéresse depuis assez longtemps aux origines des guerres, vous avez évoqué les origines de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai fait des recherches aussi sur les origines de la Première, évidemment sur les origines de la guerre froide, etc. Je me suis dit, sans faire du travail de politiste, c'est-à-dire d'essayer de trouver des lois, des règles, des récurrences, même si je les utilise quelque peu, je me suis dit, voilà, est-ce que, à la lumière de ce que on sait, ou en tout cas des discussions que l'on a, parce que les savoirs c'est toujours assez friable, en tout cas ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, ce sur quoi on débat sur les origines des guerres, ça pourrait être utile pour essayer de prévoir s'il peut y avoir une guerre. Alors déjà le terme guerre est problématique parce que ça peut être un éventail très très large
d'affrontements. Évidemment, si on pense à la guerre de 14, on n'a pas la même vision que les affrontements dits périphériques de la guerre froide, ou même finalement des affrontements sur des théâtres très restreints, parce que c'est aussi imaginable, voire sur un terrain cyber. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités de guerre. Il y a quand même beaucoup de débats aujourd'hui sur le futur de la guerre. Mais on voit. Essayer de tester un certain nombre d'hypothèses, surtout qu'en fait, on vit énormément, et de plus en plus, et on le voit avec la guerre de la Russie en Ukraine, on vit avec énormément d'analogies. Il y a des analogies effectivement avec la guerre de 14, on a des analogies aussi avec ce qui s'est passé en 1939, on a des analogies même avec Pearl Harbor sur les liens avec la Chine. Enfin, vous avez un nombre d'analogies tout à fait considérables qui sont pas inutiles. Moi, je trouve que pourquoi pas essayer, c'est ce que je fais, de tester si ces analogies sont pertinentes ou pas, en quoi est-ce qu'elles peuvent expliquer, en quoi est-ce qu'elles peuvent être utiles, et puis d'essayer de voir si ça pouvait marcher. Alors évidemment, à l'arrivée, on se retrouve avec un titre qui est d'une certaine façon analogique, puisque c'est l'autre guerre froide, avec un point d'interrogation, ce qui est très 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 important. Le problème, je fais beaucoup de livres avec des points d'interrogation dans le titre, et évidemment, ça s'oublie un peu, ou alors il faut vraiment que l'intonation arrive avec. Et en fait, on a réfléchi avec l'éditeur de trouver quelque chose qui se rapproche le plus de ce que finalement je pensais. Et l'analogie avec la guerre froide est quand même celle que l'on voit le plus. Tout à l'heure, je pense qu'on parlera des possibilités finalement d'une certaine forme de stabilisation, de détente. Voilà, c'est un vocabulaire de guerre froide. Il y a évidemment le facteur nucléaire qui n'existait pas dans les guerres précédentes, donc c'était difficile évidemment de le mentionner. Évidemment, une des choses qui est importante, c'est tout simplement que la grande question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est sorti de la guerre froide. J'ai fait un livre sur 89, l'aspect global, mondial de 89, dans lequel, évidemment, je parle plutôt de fin de guerre froide. Je l'ai fait en 2009. D'ailleurs, la chute du mur intéressait assez peu, parce qu'on regardait surtout les murs qui montaient, et pas les murs qui tombaient, parce qu'il y a quand même une multiplication des murs depuis un certain nombre d'années. Mais évidemment, je m'étais interrogé, d'ailleurs c'était aussi l'objet de mon premier livre il y a très 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 longtemps, sur pourquoi ce truc incroyable, que évidemment j'avais vécu en direct, qui était la fin de la guerre froide. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une partie finalement de la rhétorique depuis 1989-91 dit que la guerre froide n'est peut-être pas complètement terminée, mais on avait l'impression que c'était assez marginal. Et là, une des grandes questions, c'est est-ce que finalement, on n'a pas eu une parenthèse d'une trentaine d'années et qu'on est en train de revenir d'une certaine façon à la guerre froide. Si on part de l'idée que pour notamment les Russes et les Chinois, quand je dis les Russes et les Chinois, c'est non pas tous les Russes, tous les Chinois, mais c'est quand même une facilité de langage, j'en suis désolé, bien entendu, eh bien la guerre froide n'a pas pris fin. C'est-à-dire qu'une partie de la rhétorique poutinienne, c'est de dire qu'en fait, on a continué à essayer d'affaiblir la Russie, l'OTAN a continué de s'étendre, et de toute façon, comme l'interprétation soviétique et russe de la guerre, c'est que ça avait été c'était lié à l'hégémonie américaine à laquelle l'Union soviétique avait résisté. S'il y a toujours hégémonie américaine, finalement, la guerre froide ne pouvait pas prendre d'une certaine façon fin. Et du côté chinois, on en reparlera bien sûr, et bien à partir du moment où c'est un régime communiste, les dimensions idéologiques de la guerre froide, et j'imagine que je n'ai pas énormément de contact avec les dirigeants nord-coréens, mais j'imagine que du côté de la Corée du Nord, on a aussi l'impression finalement que la guerre froide n'est pas tellement terminée. On pourrait dire la même chose de Cuba. Donc les régimes communistes n'ont pas l'impression que l'hostilité à leur égard et la volonté finalement de faire chuter leur régime est terminée. Et donc finalement, de parler de guerre froide, et c'est pour ça que le terme autre n'était même pas complètement pertinent, mais bon, il fallait bien assumer parce qu'on a l'impression quand même que c'est plutôt face à la Chine et pas face à la Russie, même si on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, on est dans un continuum avec des pratiques qui sont similaires et surtout les leçons qui ont été tirées. Leçons qui ont été tirées, j'en parle pas mal, à la fois par les Chinois, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, leçons aussi pour les Américains, parce qu'on a l'impression finalement qu'en termes d'options stratégiques, ils n'ont pas tellement changé, parce que, de toute façon, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est possible d'avoir un éventail plus large, hein, soit vous tendez la main et vous essayez de diluer l'adversaire,
soit vous faites des formes d'endiguement, soit vous faites des formes de rollback, c'est-à-dire vraiment vous essayez de faire écrouler l'adversaire. Il n'y a pas tellement d'autres choix. On a vu que dans les années 90, on faisait une politique de double endiguement avec l'Irak et avec l'Iran. Et depuis 20 ans, on se pose la question de ce qu'il faut faire avec la Chine. Donc finalement, tout ça reste dans un petit monde assez connu. Alors justement, on vient juste d'en parler, la question du poids de l'histoire et de la permanence de ce poids est intéressant. Vous commencez votre ouvrage très largement par la place des conflits, notamment en Asie, pendant la première moitié du XXe siècle. Vous avez un chapitre aussi sur 1914 et la comparaison avec les alliances. Et puis vous mettez en avant à quel point 1949 et la naissance finalement de la République populaire, c'est consubstantiel à une forme d'anti-américanisme. Et notamment, vous mettez en lumière le rôle qu'a la guerre de Corée. Alors c'est vrai que la guerre de Corée est moins bien connue finalement chez nous que d'autres conflits. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette première guerre froide finalement en Asie constitue, vous venez juste de le dire, un fondement en fait et un cadre idéologique et des référentiels qui, encore aujourd'hui, sont mobilisés d'abord plus par les Chinois que par les Occidentaux au sens large. Et quelque part, qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette référence à 1947, 1950, 1953 ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qui est finalement toujours convié par les Chinois pour expliquer la situation où ils en sont aujourd'hui dans leur rapport finalement antagoniste aux Américains ? Alors, la réponse pourrait être longue, donc je vais essayer d'aller quand même à l'essentiel, mais évidemment, même si les Chinois aujourd'hui se remettent au centre de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas essayent d'avoir une place dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus importante, ce qui me semble être tout à fait justifié, mais ce qui leur pose des problèmes, puisqu'à l'époque c'était essentiellement Chiang Kai-shek, donc évidemment c'est plus compliqué, hein. C'est lui qui a, pour dire rapidement par exemple, a obtenu de Roosevelt un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est quand même pas rien, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui. Mais évidemment, ce qui est essentiel, c'est ce tournant du 1er octobre 1949, même si, encore une fois, on réinsiste sur cette seconde guerre mondiale. Alors, il faut bien voir que l'hostilité entre Mao et les États-Unis date en partie de la guerre civile, même s'il y a eu un très très gros effort de séduction des États-Unis. C'est très important parce que, je l'explique de façon assez détaillée dans le livre, il y a vraiment une image aux États-Unis qu'ils ont un rôle tout à fait bénéfique dans l'histoire de l'Asie et particulièrement dans l'histoire de la Chine depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, finalement, quand il y a eu cette rupture très profonde entre les États-Unis et la Chine à partir de 1949 et qui a duré, pour aller vite, jusqu'aux années 70, on reviendra sur la chronologie plus précise, un certain nombre d'Américains considèrent que c'est vraiment une parenthèse. Et plus que ça, même que c'est une parenthèse qui aurait pu être évitée. Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a encore, d'ailleurs, un certain nombre d'Américains, plutôt marqués à gauche, qui estiment que si on avait été plus gentil avec Mao en 1945 et puis évidemment encore plus en 1949, par exemple, si on avait reconnu la République populaire de Chine, à ce moment-là, on aurait finalement évité les guerres qui ont été menées en Asie, et notamment cette fameuse guerre de Corée. D'autant plus qu'on annonçait déjà, certains disaient, avec Staline, ça ne va pas durer. Bon. Et comme 20 ans après, effectivement, ou même moins, 15 ans après, ça ne dure pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas avec Khrouchtchev, on dit, est-ce que si on avait fait ça plus tôt, hein, et donc cette idée qu'on peut détacher les deux et qu'ils ont des intérêts de toute façon qui sont antagonistes, ça traîne encore quand même aujourd'hui très très largement. Et donc, finalement, en 1949, il y a cette idée qu'on va revoir dans les années 70 au moment du rapprochement américano-chinois, c'est qu'on aurait peut-être pu ou dû éviter cette rupture, qui, encore une fois, était catastrophique. Au passage, petite parenthèse, je suis désolé, je fais souvent des parenthèses, mais petite parenthèse, vous avez peut-être suivi que les États-Unis venaient d'obtenir de la part des Vietnamiens disons, un rehaussement de leur partenariat stratégique qui les met au même niveau que la Chine et d'autres partenaires.
Et finalement, il y a exactement le même débat. C'est-à-dire, en gros, si on avait tendu la main à Ho Chi Minh, d'autant plus qu'il y avait quand même des contacts avec les services secrets, etc., on aurait évité la guerre du Vietnam. Bon, aujourd'hui, les archives, tout ce qu'on sait, montre qu'il n'y avait pas, il n'y a pas eu d'occasion ratée, mais ça trotte quand même dans la tête. Et puis, en 1950, effectivement, vous avez le début de la guerre de Corée, qui provoque quelque chose qui évidemment n'a pas eu lieu entre Américains et Soviétiques, c'est-à-dire une vraie guerre directe entre Américains et Chinois. Quand même 2 millions de Chinois qui ont combattu pendant la guerre de Corée, directement contre des Américains. Bon, il n'y avait pas que des Américains, hein. Il y avait quand même essentiellement des Sud-Coréens, il y avait un petit bataillon français, et vous aviez des Australiens, enfin bon, bref, des Australiens, des Britanniques, des Éthiopiens, des Colombiens, enfin bon, c'était quand même assez... des Turcs, évidemment. Enfin bref, il y avait pas mal de monde. Mais enfin, en gros, ce que retiennent les Chinois aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un affrontement direct. Et la Chine, qui sortait de ce qu'ils appellent encore aujourd'hui le siècle des humiliations, qui avait été battue par à peu près tout le monde. Bon, aujourd'hui, ils disent qu'ils ont battu les Japonais en 1945, mais enfin bon, c'est pas tout seul. Enfin bref, en tout cas, il y a cette idée que pour la première fois, finalement, ils remportent une victoire, en tout cas un match nul, ce qui est déjà pas mal, contre la plus grosse armée du monde, hein, une puissance nucléaire en plus, hein, qui n'avait plus le monopole nucléaire depuis août 49, mais enfin en gros qui était quand même une puissance nucléaire. Et donc c'est un élément absolument essentiel de légitimation finalement du régime, des capacités du régime. Au passage, c'est la dernière grande guerre qu'ont menée les Chinois. Hein, et ça fait partie des grandes questions aujourd'hui encore, hein, de savoir quelle est la capacité des Chinois à faire la guerre. On a vu qu'ils avaient cette capacité dans les années 30 et les années 40, et au début des années 50, et ensuite ils ont fait que des petites guerres. Enfin, des petites guerres qui pouvaient être... qui ont fait des morts, mais c'était des petites guerres. Donc aujourd'hui, le régime insiste énormément sur l'importance de cette guerre de Corée, et donc sur cet aspect victorieux. Le problème quand même pour la Chine, c'est qu'il y a eu un aspect beaucoup moins sympathique, c'est qu'avant la guerre de Corée, ils étaient en train de se concentrer pour reprendre, faire ce que Chiang Kai-shek n'avait pas fait, c'est-à-dire d'essayer de regrouper toutes les terres du grand empire Qing, et donc le Tibet et Taïwan. Et donc, hein, c'est bien connu, hein, les troupes qui étaient prêtes à débarquer à Taïwan, hein, qui se préparaient à se battre dans les trucs dans le climat tropical, se retrouvaient l'hiver 50-51 en t-shirt et en short, à se battre contre les Américains. Et d'ailleurs, une partie des pertes ont été des morts de froid plus que des gens qui sont morts à la guerre. Mais donc, finalement, ils n'ont pas eu évidemment Taïwan et ils se sont retrouvés encerclés par les Américains en Corée, à Taïwan et en Indochine, puisque les Américains ont aidé les Français. Et en fait, tout le système de sécurité américain dans le Pacifique, et d'ailleurs en Europe aussi, puisque l'OTAN est vraiment devenue OTAN au lendemain de la guerre de Corée, enfin au lendemain du début de la guerre de Corée, eh bien tout ce système d'alliance bilatérale est un produit de la guerre de Corée. L'alliance avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec les Philippines, l'ANZUS, et même avec Taïwan, même si évidemment le traité de 1953 a été mis à la poubelle plus ou moins en 1979 au moment du rapprochement. Donc, vous voyez, il y a une double mémoire, quelque chose de très positif. Hein. On a combattu, on a fait match nul et on est devenu d'une certaine façon une puissance militaire. Et d'un autre côté, finalement, les Américains ont eu des justifications pour demeurer en Asie, ce qui, vous avez toujours un peu de théorie du complot, hein, que finalement, ils auraient laissé les Nord-Coréens rentrer en Corée du Sud pour avoir la justification de laisser leurs troupes en Asie et de construire un monde comme ça. Du côté américain, la guerre de Corée pèse beaucoup moins, puisqu'elle est coincée entre la bonne guerre, la Seconde Guerre mondiale, hein, cause juste et victoire, et la guerre du Vietnam, considérée par beaucoup comme une cause pas trop juste et pas vraiment une victoire. Donc la guerre de Corée est un peu perdue au milieu, et longtemps on l'a appelée la Forgotten War, hein, la guerre oubliée, même si encore une fois ça a évidemment marqué énormément les esprits à cette époque-là, et que ça a des conséquences absolument gigantesques. Mais ce qui me semble être important du côté américain en termes de souvenirs, et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir donc du début des années 50 et jusqu'à la fin des années 60, finalement, l'ennemi le plus problématique, le pays le plus problématique, qui ensuite va d'ailleurs provoquer des crises nucléaires, parce qu'on se souvient de Cuba, mais on oublie parfois les 2 crises nucléaires sur Taïwan, c'est la Chine.
Donc vous avez des lobbies très très forts pour refuser évidemment la normalisation avec la Chine. Vous avez une hostilité considérable à la Chine qui a tué directement des soldats américains, qui a des capacités, une volonté d'expansion du communisme en Asie s'étend infiniment plus que le communisme en Europe, puisqu'en Europe on a l'impression quand même largement de l'avoir bloqué avec l'OTAN. Et donc finalement les prédictions les plus pessimistes, surtout que le maoïsme s'est globalisé, s'est appuyé sur le tiers-mondisme et a agité les mouvements révolutionnaires, etc., que pendant 20 ans au moins, vous avez été 20-25 ans complètement paralysé, enfin en tout cas très excité contre la Chine et paralysé de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce pays bizarre. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que Kissinger, enfin j'allais dire l'épisode Kissinger, a effacé tout ça extrêmement rapidement et qu'ensuite on a oublié toutes ces années. Alors évidemment, la Chine a changé, elle ne fonctionnait pas de la même façon, les relations étaient différentes, on va en reparler, mais on a complètement oublié ça. Et bien entendu, aujourd'hui, ça ressort, hein, et ce n'est pas une expérience qui est extrêmement intéressante pour les Américains, parce que les combats, j'allais dire, au sol, même si ce n'est pas les mêmes Chinois qui se battront, ils seront un petit peu âgés, eh ben, on en a quand même des mauvais souvenirs. Il faut bien l'avouer. Alors justement, cet aspect-là, donc entre normalisation des relations, expansion du communisme, et puis cette espèce d'agitation permanente autour de la question chinoise, vous venez juste de l'évoquer, c'est aussi l'opportunité à un moment de remettre en selle la diplomatie. Vous avez notamment un chapitre sur Kissinger et ce que vous appelez en fait le pari raté. Alors j'aimerais que vous reveniez sur pourquoi ce pari, comment est-ce qu'il naît, et pourquoi est-ce qu'il échoue aussi? À quoi est-ce que cet échec est imputable? Et d'ailleurs, comment ce qu'on pourrait dire comme étant la volonté de Kissinger a été, et aujourd'hui maintenant instrumentalisé, comme on le retrouve aussi dans le discours de l'actuelle administration américaine, mais aussi de l'autre côté du Pacifique. C'est-à-dire que comment finalement ce moment clé, qui finalement fait oublier, qui renvoie finalement cette guerre de Corée à une guerre oubliée, se transmet avec cette période kissingerienne. Et comme on prête beaucoup à Kissinger, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur finalement ce qu'il a réussi ou pas? Oui, alors, si vous voulez, ce tournant, donc le voyage de Kissinger, celui de Nixon, ça a été élevé un peu au niveau du mythe. Kissinger y a beaucoup participé, il faut bien dire, parce qu'il a quand même un ego assez important. Surtout qu'après Nixon, ayant une très mauvaise image, bon, lui aussi, parce qu'il a quand même... certains veulent le traîner devant des tribunaux, et son dernier passage en France, je m'en souviens quand même très bien, il n'était pas fier quand il a été évacué. Mais enfin, en gros, il garde quand même cette image du grand négociateur, du génie de la négociation, de la diplomatie, des équilibres, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de monde qui a cru ça, parce qu'en fait, au début des années 70, ce qui était absolument incroyable, c'est que ceux qui étaient les plus anti-chinois comme Nixon était profondément anti-chinois, enfin anti-communiste, hein, chinois, pas anti-chinois, anti-communiste, anti-RPC, si vous voulez, dans les années 50 et 60, eh bien, est devenu celui qui est symbole, finalement, symbolise ce rapprochement. Et donc, vous avez beaucoup de républicains qui sont allés, évidemment, dans le même sens. Et on le voit, par exemple, avec Bush en 1989, après Tiananmen. Ben voilà, Bush, il avait été quand même à Hong Kong, il avait été à la CIA, s'occupant des affaires chinoises et tout ça. Donc, voilà, il y avait l'héritage. Il fait partie de tous ces gens qui sont héritiers de ce tournant extraordinaire. Et un tournant extraordinaire qui fait effectivement oublier la guerre de Corée et ces années de confrontation avec la Chine, mais surtout qui fait oublier la sortie du Vietnam. C'est-à-dire qu'une des raisons majeures quand même, et ça on ne le répète pas assez, du rapprochement avec la Chine, c'est qu'on espérait que la Chine fasse pression sur Hanoï pour que Hanoï négocie une sortie, disons, comme on disait à l'époque, honorable, surtout qu'il y avait les élections en novembre 1972 et qu'il fallait que Nixon soit réélu. Donc tout ça, quand même, alors évidemment, on pense plutôt des grands calculs extraordinaires de Kissinger, mais il y avait quand même très largement cet objectif-là. Et on se disait, si en plus on se rapproche des Chinois, les Soviétiques vont nous courtiser et ils vont faire pression sur Hanoï, donc on va gagner à peu près de cette manière-là. Bon.
Donc ça, c'est un élément qui est important à avoir en tête. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, ce discours donc, sur le coup de génie qui a remis finalement le sens des relations entre les États-Unis et la Chine dans l'histoire, ce que je vous ai expliqué, c'est naturel que les Américains ont des bonnes relations avec la Chine. Et d'ailleurs, ils ont aidé à la modernisation de la Chine, ils ont aidé au développement de la Chine dans les années 70, ce qu'ils avaient arrêté de faire en 1949. Donc ils ont repris leur, entre guillemets, mission. Mission qui est identitaire, d'une certaine façon, de faciliter ce moment de la Chine. Comme en plus on rajoute que ça a été un coup de génie parce qu'en mettant la Chine avec soi, comme on avait déjà le Japon, comme on avait déjà l'Europe occidentale, finalement l'équilibre général de la puissance a été catastrophique pour les soviétiques et donc ils ne pouvaient que s'essouffler dans la course aux armements, dans la rivalité avec tous ces grands centres de pouvoir qui s'étaient mis ensemble. On a dit, en plus, en 71, ils gagnent la guerre froide, Kissinger. Ah, mais c'est pas rien. D'accord ? Donc, si vous voulez, vous avez tous ces éléments qui jouent ensemble. Et donc, quand les relations entre les États-Unis et la Chine étaient en bonne santé, pour aller vite, on avait l'impression de continuer cette œuvre avec les difficultés, avec les moments d'interrogation, mais on avait l'impression de socialiser la Chine quand même. Et il y avait tout un tas d'auteurs qui montraient que la Chine, en termes de prolifération nucléaire, par exemple, se comportait quand même un peu mieux, qu'elle ne mettait pas souvent son veto aux Nations Unies. Donc on allait dans le bon sens. L'idée que les Américains étaient obsédés par la possibilité d'une démocratisation de la Chine, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça qu'ils l'imaginaient. Et puis c'était consensuel, puisque évidemment la gauche anti-guerre du Vietnam, quand on se jette dans les bras des Chinois communistes, ils sont pas contre. Donc il n'y avait aucun problème, il y avait un espèce de consensus là-dessus. Et dans les années 80, on ne parlait pas de droits de l'homme. On a commencé à en parler un peu avant Tiananmen, 87, les affaires tibétaines et autres. Mais toutes les ONG de droits de l'homme qui étaient excitées sur l'Amérique latine, qui étaient excitées sur l'Union soviétique, etc., elles n'ont rien dit pendant des années sur la Chine. Bon. Alors elles sont un peu réveillées après Tiananmen, il y a eu un peu d'agitation dans la première moitié des années 90, et c'est reparti pour un tour, plutôt poussé par les grandes entreprises pour garder des liens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, tout ça est très fortement remis en cause. Le 50e anniversaire n'a pas du tout été célébré aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a été naïf, et il suffit de reprendre d'ailleurs Kissinger qui se fait rouler par les Chinois. D'ailleurs, les Chinois ont interprété ça, Nixon qui va se prosterner devant Mao. C'est ça l'interprétation qu'ils ont eue que en fait c'était Mao qui avait raison et que finalement les Américains sont venus pour dire qu'ils avaient eu tort. Surtout que Nixon était encore une fois quelqu'un de très très hostile à Pékin. Bon. Après, finalement, toutes ces années, toutes ces décennies, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de l'appeasement, comme on dirait maintenant. On a fait de l'engagement qui n'a pas changé l'hostilité de la Chine à l'égard du système américain, même si on envoie les gamins dans les écoles, dans les universités, même s'il y a des interdépendances économiques, même si on prend des passeports américains, etc., il y a une hostilité de fond. Et même, on va en profiter pour croître et dépasser, ou en tout cas rattraper les Américains. Donc l'idée que l'engagement a été une erreur sur le long terme est quelque chose qui est en train de faire en partie consensus, même si vous avez des gens qui disent, notamment ceux qui ont participé à cet engagement, à tous ces échanges culturels, ces échanges universitaires, ces échanges économiques, qui aimeraient qu'on continue en pensant qu'on n'est peut-être pas allé assez loin, que si en tout cas on rompt ça, on veut avoir de contact et qu'on n'a plus la possibilité de socialiser la Chine. Dernière chose, je rappelle que ça n'a pas changé grand-chose immédiatement, c'est-à-dire qu'il faut attendre la normalisation 1978-79 et donc l'œuvre de Jimmy Carter, et j'espère qu'on le dira quand il décédera, peut-être après Kissinger, on ne sait pas, les deux étant à peu près du même âge. C'est lui qui a fait vraiment la normalisation, mais seulement une fois que Mao est mort en 1976, parce que Mao ne voulait pas aller très loin dans ses relations. Mais ce qui est très fascinant aussi et qu'il faut avoir en tête, et je terminerai, parce que je ne veux pas être trop long je suis déjà très long dans les réponses, c'est que ensuite, il y a une quasi-alliance entre l'Union soviétique et la Chine, entre les États-Unis et la Chine,
Et en fait, le durcissement américain à partir de la fin des années 1970, on dit toujours c'est les néoconservateurs, c'est Reagan, etc. Oui, bien entendu, il y a des logiques internes. Mais vous aviez un certain nombre de pays qui poussaient derrière, et un des pays qui poussait derrière un durcissement des relations avec l'Union soviétique, c'était la Chine, pour qui l'Union soviétique était l'ennemi numéro un, d'accord, qui pensait que la détente en Europe, ben finalement, ça permettait aux soviétiques de masser des troupes de l'autre côté de la frontière chinoise, qui se sentait encerclé parce que l'Union soviétique avait des alliances avec le Vietnam et avec l'Inde. Et donc, la Chine, c'est elle qui a poussé finalement au durcissement de la politique américaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'Union soviétique, les soviétiques disaient aux Américains, attention, pour le moment, vous êtes avec la Chine vous séduit, ça. Vous allez voir, nous, on a l'expérience. Ils nous ont lâchés, ils sont tournés contre nous, etc. C'est assez intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours écouter ce que disent les soviétiques, attention. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous nous montrez à la fois les apports finalement de l'histoire, en montrant à quel point il peut y avoir une sorte de remise en question et au travers des archives, au travers des travaux, sur ce qui a été pensé une époque et la réalité des faits. Et j'aimerais en fait finalement qu'on avance un tout petit peu parce que finalement, terminer sur ce que disaient justement les soviétiques, c'est aussi finalement du côté chinois un triple traumatisme qu'on observe avec cette fin de cette première guerre froide et à quel point finalement les événements qui se jouent entre 1989 et 1991 constituent une forme de triple traumatisme. C'est à la fois effectivement Tiananmen, c'est la fin de l'URSS et militairement la guerre du Golfe. Sur un plan à la fois donc diplomatique, militaire, politique, la Chine va en tirer des leçons. Alors, quelles sont-elles ? Comment sont-elles finalement perçues ? Et surtout, ces leçons qu'elle a tirées finalement d'il y a 30 ans, en quoi est-ce qu'elles semblent constituer, c'est ce que vous semblez dire, l'architecture finalement de cette pensée stratégique chinoise sur la place que doit avoir le pays dans le monde ? Quelque part, est-ce qu'on n'a pas fait un peu l'économie, nous-mêmes, de penser finalement un monde ouvert, alors que la Chine, elle, repensait la poursuite de cet affrontement finalement non plus mais bilatéral. Alors effectivement, c'est un tournant important et la plupart du temps, on regarde plutôt ce qui se passait en Europe à ce moment-là. Et bon, il y avait effectivement cet événement de Tiananmen symbolisé quand même par une image très très forte dont on se souvient tous. Mais à ce moment-là, on était dans une espèce de vague démocratique mondiale, je dis bien mondiale, sauf au Moyen-Orient à l'époque, d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais vous aviez l'Europe de l'Est, vous aviez l'Amérique latine, vous aviez plusieurs pays d'Asie. Et donc, voilà, quand vous avez la Corée du Sud, qui était quand même une bonne dictature, Taïwan, qui était quand même aussi largement une dictature, parce que, c'était pas automatique, mais les politistes, des fois, ils simplifient un peu les choses. En gros, ils cherchaient une loi qu'en gros, à $6 000 par tête, ça y est, on devient démocratique. Bon, il y avait d'autres raisons, évidemment, de la démocratisation de ces pays-là, mais on pensait qu'avec, évidemment, l'enrichissement des Chinois, on pourrait avoir une forme de démocratisation d'une Chine isolée. Guizot a toujours raison. Voilà. Et finalement, on ne sait pas si, surtout qu'on ouvre le premier McDo s'ouvre en 92, je crois, si mes souvenirs en bleu, non, à Shenzhen, je crois que c'est 91. Enfin, j'ai plus les dates exactes en tête. En tout cas, donc, on ne fait pas tellement attention, l'impression que la guerre froide est terminée. En fait, il y a 3 dates pour la fin de la guerre froide en Asie. Soit elle a terminé dans les années 70, parce qu'en fait, ça ne fonctionne plus en termes de communisme, pas communiste, puisque c'est les communistes qui se font la guerre entre eux. Les soviétiques et les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, enfin tous les pays communistes se font la guerre entre eux. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à de la guerre froide classique. Soit ça finit en 89-91, soit c'est jamais fini. Bon, c'est les trois possibilités. Et pour 89-91, alors Tiananmen, ce qui est important, c'est ce qui se passe après du côté chinois. D'abord, ils ont l'impression d'avoir été agressés par des sanctions. Ils ont surtout on était en train de préparer l'anniversaire de la guerre des boxeurs, donc en gros 1900 pour aller très vite. Donc l'idée que toutes les grandes puissances finalement se tournent contre la Chine pour la sanctionner, c'était considéré comme évidemment
le retour à cette volonté d'humilier la Chine. Mais en même temps, plusieurs pays asiatiques ont été extrêmement tolérants, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est le moment où la Chine est en train de normaliser ses relations avec tout le monde en Asie. Tout le monde. Les derniers, c'est le Vietnam, l'Indonésie, etc. Elle normalise ses relations avec tout le monde. Commence à avoir beaucoup avec la Corée du Sud, après les JO de 88. On commence à faire des voyages avec Taïwan, etc., etc. Et donc, il y a l'impression d'une espèce de régionalisation asiatique. Et c'est le moment où vous avez ces deux discours. Un sur les valeurs asiatiques, qui a été une grande thématique du début des années 90, c'est-à-dire nous, ça marche bien en Asie, vous êtes en crise les Occidentaux, car ça n'allait pas si bien que ça au début des années 90 dans notre économie, malgré la victoire dans la guerre froide. Nous sommes le système autoritaire et celui qui fonctionne mieux. Alors c'était poussé par Singapour, c'était poussé par la Malaisie aussi, le Japon se taisait, mais il n'en pensait pas moins. Surtout qu'il y avait des tensions entre les Américains et le Japon. Et donc, cette idée qu'on a un discours civilisationnel, et dans toutes les réunions sur les droits de l'homme, commençait à venir, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, un discours civilisationnel. N'oubliez pas Huntington, son article, c'est 93, hein, il a écouté tout ça. Hein. Eh bien, c'est l'idée qu'il y a une spécificité asiatique, et donc ces valeurs prétendument universelles qui auraient gagné avec la fin de la guerre froide, ça ne tient pas. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a cette agression généralisée, et donc il faut faire profil bas. Donc l'idée, c'est que Deng Xiaoping a décidé de faire profil bas, et la grande question, c'est est-ce que Xi aurait fait une erreur de sortir de ce profil bas, de montrer sa tête, et donc tout le monde se serait excité, et aurait rejoué la guerre froide, alors qu'il fallait monter doucement, à l'ombre, comme on dit, pour arriver... jusqu'au sommet sans que les Américains ou les Occidentaux réagissent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est évidemment la guerre du Golfe, donc, qui a lieu avant la fin de l'Union soviétique et qui est un choc pour tout le monde. Choc pour tout le monde, choc stratégique pour tout le monde, parce qu'on voit une guerre qu'on n'avait pas vue, même si elle a été préparée dans les plaines polonaises ou allemandes contre l'Union soviétique. Et donc, une utilisation incroyable de l'arme aérienne. Enfin, elle n'était pas si efficace que ça, mais en tout cas, ça a évidemment marqué les munitions guidées, les frappes de précision. Enfin, ça s'est amélioré après, ce n'était pas exceptionnel à l'époque. Enfin, en tout cas, on voyait bien qu'il y avait des choses tout à fait nouvelles. Encore une fois, ça n'a pas été les seuls. En Russie aussi, quand même, ils ont été secoués. Mais en Chine, ils l'ont été particulièrement. Et donc, ils se sont dit, ben voilà, il faut se mettre à la haute technologie militaire. Il faut avoir une vraie aviation parce que c'était pas terrible, l'aviation chinoise à ce moment-là. Donc vraiment tous les efforts dans le domaine aérien ont été relancés. Et donc on a commencé à imaginer des guerres, plutôt des guerres locales, pas aller faire la guerre en Californie, mais des guerres plutôt locales, mais à haute intensité et avec surtout de la haute technologie. Et donc, pour avoir de la haute technologie, il faut aussi faire des progrès technologiques. Et donc, évidemment, en termes d'espionnage, de transfert de technologie, il a fallu accélérer et la montée en gamme de toutes les industries chinoises se sont faites à ce moment. Surtout que les Américains avaient des problèmes avec justement les semi-conducteurs japonais. On voyait bien qu'il y avait un vrai enjeu d'autonomie et d'indépendance par rapport aux semi-conducteurs. Donc là, ça a été un choc. Donc évidemment, on n'allait pas provoquer les Américains. On l'a fait un tout petit peu, mais pas longtemps. On a eu une crise sur Taïwan en 95-96. Mais bon, voilà, c'était juste pour montrer que... Et puis le troisième événement, c'est évidemment la fin de l'Union soviétique. Et donc l'interrogation, c'est qu'est-ce qu'ont fait les soviétiques, qu'est-ce qu'a fait Gorbatchev pour être dans cet état-là. Et là, de nouveau, il y a cette idée que, ayant été trop agressifs, les soviétiques ont créé une grande coalition contre eux. Et donc il fallait faire très attention de ne pas faire la même chose. Donc de séduire tout le monde, mais de ne pas créer une grande coalition contre la Chine. Et puis surtout, éviter les mauvaises réformes. D'accord ? Éviter les mauvaises réformes, c'est-à-dire le fait de s'en prendre au parti. Donc parti, on ne touche pas. D'accord ? C'est l'ossature absolue du pouvoir avec maintenant pratiquement 100 millions de membres. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui doit être préservé.
On ne touche pas à l'histoire. Alors, il y a eu quelques débats dans les années 90, mais après, le genre glasnost, c'est pas pour nous. Hein. Donc, on ne revient pas sur les dogmes fondamentaux, sur la voie maoïste, etc. Et aujourd'hui, en Chine comme en Russie, on parle de nihilisme historique. Donc, pour tous ceux qui contestent un tout petit peu le discours officiel. Et puis, l'impression que finalement, les communistes, ils ne sont pas beaucoup battus ou ne sont pas beaucoup défendus pour préserver leur système. Et donc, on va rééduquer la jeunesse, on va faire l'éducation patriotique, et les années 90 sont des grandes années de rééducation patriotique, d'autant plus qu'on estime que les Américains, en fait, ils ont essayé de contourner la dissuasion nucléaire soviétique avec leurs idées, avec leurs théories, avec leur rock music, avec tout un tas de choses. Et donc, il va falloir lutter, c'est le grand thème des années 80-90, contre la pollution spirituelle de l'Occident. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. On va laisser passer des choses, etc. Mais quand même, on va surveiller tout ça de près. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, c'est-à-dire vraiment la priorité de préserver le parti pour préserver le modèle, réussir les réformes économiques que les soviétiques ont complètement échoué à faire, donc poursuivre les réformes, mais vraiment orchestrées par le parti, ça a été la ligne depuis, en gros, 30 ans. Alors c'est intéressant parce que finalement là on a l'impression que c'est une forme de stratégie, je dirais presque une stratégie de la grenouille, vous savez, la grenouille dans le fameux bocal là, qui finalement attend que ça monte en pression et en chaleur, mais avec deux mots finalement, prendre ce qui est à prendre et apprendre, puisqu'on en tire finalement des leçons. Alors si on bascule de l'autre côté, cette fois du côté américain, vous montrez que dans un premier temps, ce qui structure la pensée ou l'inquiétude envers la Chine, c'est d'abord une inquiétude de nature économique. C'est-à-dire, en gros, une captation des ressources, une prédation économique, etc. Et de plus en plus, ça se glisse, ça se transforme en la crainte d'un affrontement militaire. Alors, si on reprend justement à quel point cette fois c'est plutôt la fin des années 90 et le début des années 2000 qui montre cette lente montée en pression, est-ce qu'on peut dire que finalement la période Obama 2013 et Trump en 2016, c'est une accélération ou un tournant? Et puis surtout, est-ce que la réponse américaine, qui finalement serait encore plus d'engagement et l'augmentation des budgets militaires, pour vous, c'est un facteur suffisant pour justifier ou pour expliquer? Alors, en fait, là, les premières inquiétudes à l'égard de la Chine, enfin, je fais la chronologie dans le tout début du livre, donc je vais aller très très vite, mais en gros, dès la deuxième moitié des années 90, alors que dans la première moitié, c'était plutôt le Japon qui inquiétait encore, donc, le Japon n'inquiète plus, c'est la Chine. Il y a les premiers grands débats. Voilà, est-ce que la Chine va avoir une croissance importante et jusqu'où? Alors évidemment, personne n'imaginait jusqu'où elle pourrait aller et les PNB qu'elle pourrait avoir, mais enfin en tout cas il y avait cette question. Et évidemment, quelles seraient les conséquences militaires? Jusqu'à la fin des années 90, on n'est quand même pas excessivement inquiet, même si, vous le savez, quand Bush arrive au pouvoir en 2000, il n'est pas du tout concentré sur le terrorisme. Il est concentré sur les peer competitors, c'est-à-dire la possibilité que la Russie devienne une puissance et que la Chine devienne une puissance. Et après, c'est ça qui, je crois, est quand même très important, c'est qu'à cause du 11 septembre et à cause de la crise de 2008, en fait, on n'a pas arrêté d'être sympathique avec les Chinois. D'accord ? Parce qu'on en avait besoin, effectivement, dans la lutte contre le terrorisme. Et eux-mêmes, ça les arrangeait qu'on ne s'occupe pas trop de leurs affaires à l'ouest du pays, au Xinjiang notamment, parce qu'ils disaient, nous aussi, on fait notre lutte contre le terrorisme. Hein. Mais en tout cas, Bush a eu tout de suite des très très bons contacts avec les dirigeants chinois. Ensuite, en 2008, avec la crise économique, on est quand même allé un peu mendier, en disant, ben voilà, on a un peu de difficulté, vous ne pouvez pas relancer un peu votre économie. Et donc... ce qui est assez fascinant, c'est qu'on avait plusieurs raisons de se rapprocher. Et puis évidemment, il y avait tous les milieux d'affaires pour qui c'était bonanza d'aller en Chine. Hein, pour tout un tas de raisons. Évidemment, pour les profits, plutôt faire fabriquer en Chine qu'avec des syndicalistes aux États-Unis. Ça fait des produits pas chers, vous vendez chez Walmart, et donc vous pouvez tasser les salaires, puisque de toute façon, les produits sont pas chers. Enfin bon, il y avait, je veux dire, c'était win-win entre Chinois et Américains pendant quand même assez longtemps. Il faut bien avoir ça en tête.
Mais en fait, à la fin des années, c'est là où on arrive, fin Bush et début Obama, on commence à se poser la question, ok, nous on est concentrés sur notre guerre au Grand Moyen-Orient, et pendant ce temps, la Chine, ça a une croissance dans les premières décennies des années 2000 absolument exponentielle. On les retrouve sur tous les marchés, alors qu'en 2000, il n'y avait pas encore grand-chose. D'un autre côté, on n'était pas trop inquiet de la Chine, parce qu'on se disait, ouais, mais de toute façon, ils veulent réussir leurs Jeux Olympiques, hein, toujours 2008, hein, et bon, on ne vont pas faire grand-chose, ils ne vont pas être provocateurs, etc. Et après, évidemment, je pense que le tournant, c'est vraiment la fin des années 2000, donc 2008-2009, et aujourd'hui, il y a à peu près consensus là-dessus. Donc une politique un peu plus assertive, comme on disait, qui est liée aussi justement au fait que les Jeux Olympiques étaient passés, donc on pouvait prendre un peu plus de risques. Les Américains avaient l'air affaiblis à cause de la crise économique, enfin l'Occident, d'une façon générale, avait l'air affaibli. Et donc, avant même Xi Jinping, on commence déjà, du côté chinois, à être un peu plus ferme dans les négociations, et aussi à profiter du fait qu'on vient de se prosterner. C'est-à-dire, tout le monde est venu se prosterner, hein, souvenez-vous, citer beaucoup de présidents français, mais enfin, il y en a quand même qui sont allés en Chine pour aller voir des contrats, très fiers d'avoir des contrats, mais tout le monde a fait ça. Donc, il fallait en profiter à fond. Et donc, effectivement, du côté d'Obama, on commence à bouger un peu, et surtout d'Hillary Clinton, on commence à bouger un peu au tout début des années 2000, mais on ne fait pas grand-chose. Quand il y a les crises aux Philippines, sur les Scarborough Shoal, enfin, en gros sur des îlots à côté des Philippines, on ne bouge pas beaucoup, enfin on ne fait rien quoi, pour aller très très vite. On ne fait rien aussi quand il y a la crise sur les Senkaku Diaoyu, donc avec le Japon, on ne bouge pas. Alors après, ceux qui sont très négatifs disent on ne bouge pas sur la Syrie non plus. Enfin bon, bref, il y a quand même des signes que les États-Unis vont pas très bien et que surtout ils veulent plus s'engager dans des guerres. Ils sont plutôt en train d'essayer d'en sortir. Et au même moment, vous avez le Pentagone qui commence à pousser en disant, enfin pour tout un tas de raisons sans doute, que je vais juste dire celles qui sont les plus avouables à mon avis, qui est de dire attention, l'avenir, ça risque d'être le retour des affrontements et des conflits entre grandes puissances. C'est-à-dire que voilà, le cycle qui a fasciné sur la contre-insurrection, c'est fini. Ça va finir, voilà, il faut penser à autre chose. Et parce que justement, tous ces pays ont profité du fait qu'on était enlisé dans des contre-insurrections. Et Obama n'a pas voulu de ça. Et en revanche, ça plaisait pas mal à M. Trump, parce que quand même, des affrontements entre grandes puissances, il pensait pouvoir régler ça. Je dis bien régler ça, c'est-à-dire que pour lui, au début, je vous rappelle, hein, il est gentil avec Poutine, pour beaucoup de raisons, gentil avec les Chinois. Vous vous souvenez peut-être des images, surtout que sa fille fait des affaires en Chine, hein, c'est quand même important ces choses-là. Et que la petite fille, elle chante une petite chanson chinoise à Xi Jinping. On fait des gros plans sur le gâteau, le gros gâteau américain dégoûtant, plein de crème, qu'on partage avec les Chinois. Donc c'est pas Trump en arrivant, il a joué de ça pour se faire élire. Mais après, il s'est dit, en fait, moi je suis un grand négociateur, je vais avoir un super accord commercial. Et en plus, on a besoin pour la Corée du Nord. Et tout ça, patatras, on s'aperçoit que les Chinois sont quand même pas très très coopératifs et que les capacités de négociation de Trump sont pas énormes. Et puis de l'autre côté, hein, ce qu'on appelait les réalistes, ou en tout cas ou les adultes, c'était l'expression qu'on utilisait à l'époque, lui ont dit mais mon bonhomme, il faut peut-être faire quelque chose. Hein, voilà, la Chine quand même, ça monte, les Japonais sont en train de s'inquiéter, etc. Et donc c'est là où on rentre dans quelque chose évidemment de beaucoup plus conflictuel, qui est d'abord, d'un point de vue commercial, économique, avec une espèce de guerre économique qui s'est ensuite glissée vers la guerre technologique, l'affaire la Huawei, des choses comme ça, les affaires d'espionnage qui commencent à monter, et puis surtout, et c'est ça qui quand même a été un tournant, c'est qu'une partie de ces grandes entreprises américaines qui prospéraient grâce au commerce avec la Chine ont eu de plus en plus de mal à faire des affaires en Chine. C'était devenu pointilleux, il y avait des problèmes, etc. Ils ont vu que les Chinois montaient en gamme, donc ça faisait de la concurrence, qu'il y avait de l'espionnage, des transferts technologiques quand même très bizarres, qu'on avait signé quand même des contrats où on donnait un peu tout. Bon, bref, là aussi, ça a changé. Donc quand vous mettez Pentagone et renseignements et un certain nombre de grandes entreprises en même temps, ça fait quand même un peu pression. Et c'est là où on commence à démarrer les tensions.
Moi, je pense que Trump, s'il avait eu, il a essayé jusqu'aux élections d'avoir son grand accord commercial. Il pensait que ça allait avoir un rôle extrêmement intéressant pour se faire réélire. Et après, vous le savez, Biden a à peu près suivi ce que faisait, avec un autre vocabulaire, une autre façon de faire, etc. Mais il y a une espèce de consensus que la Chine est un gros problème aux États-Unis. On ne sait pas, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, de voir comment ça va jouer dans la prochaine campagne, mais voilà, de toute façon, il y a quand même consensus que la Chine a un problème. Comment on le gère? Il y a moins de consensus. Alors justement, et ce sera la dernière question avant d'ouvrir à la salle, votre dernier chapitre, c'est finalement une espèce de retour en arrière. Et j'ai pensé en fait au mot de Raymond Aron quand il évoquait cette fameuse paix improbable, guerre impossible. Vous nous proposez une sorte de guerre impossible et de paix improbable, cette fois entre les États-Unis et la Chine. Et vous faites une comparaison historique en partant de pourquoi est-ce que les États-Unis et l'URSS ne se sont pas battus, et vous essayez de montrer si ces raisons ou pas restent valables. Et à côté de ça, et j'ai trouvé ça, en fait, c'est vraiment la partie la plus intéressante, même si le livre est ensemble extrêmement intéressant, parce que vous mettez en lumière à quel point la critique du piège de Thucydide, on pense au bouquin de Graham Allison qui veut que quand vous avez deux empires qui sont finalement sur la même trajectoire, une guerre est littéralement impossible. Et vous essayez de montrer en quoi est-ce que finalement cette collision peut être finalement évitée, ou du moins paraît évitable. Alors, grosso modo, est-ce que la thèse d'un affrontement inéluctable pour vous est faussée finalement? Est-ce que le conflit est, comme vous le dites, possible mais peu probable? Et quelque part, quelles sont les raisons qui vous ont conduit finalement à cette perspective, ou du moins à cette réponse? Pour ce qui est de... Enfin, je vais évacuer le piège de Thucydide et tout ça, même si ça marque les esprits, parce que déjà, raconter tous les enjeux autour de ça est assez long. Donc, c'est pas bon, hein, le livre, et notamment dans ses comparaisons historiques. Je veux dire, son interprétation des origines de la guerre de 14 ne tient pas vraiment debout. Si avec ça, oui, mais bon, je ne suis pas spécialiste du Thucydide, mais il paraît que ceux qui connaissent bien l'histoire grecque aussi, ils ont du mal. Donc c'est l'idée que quand vous avez la grande puissance déclinante et la montée d'un challenger, ça provoque des guerres. Et donc la Première Guerre mondiale, ce serait juste le déclin britannique et la montée en puissance de l'Allemagne. Je veux dire, c'est pas tellement... à la limite, on s'en fout un peu de ce qu'il y a dans le livre. Ça fait partie de toutes ces expressions valises à partir de titres qui circulent depuis longtemps. Vous vous souvenez de la fin de l'histoire, du choc des civilisations, enfin des choses de ce genre-là. Et en fait, beaucoup de gens ne le lisaient même pas, enfin ne lisaient même pas des articles ou les livres. Mais voilà, c'était une façon de parler, de discuter, de se positionner, d'imaginer le futur, etc. Avec le piège de Thucydide, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, les Américains s'inquiètent de ça, et au contraire, les Chinois disent, de toute façon, ok, mais quand les Américains sont passés devant les Anglais, il n'y a pas eu de guerre. Donc on peut très bien faire ça. Enfin, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu quand même des guerres entre 14 et 45, hein, et pas n'importe quoi. Mais enfin, en tout cas, entre les deux pays, c'est ça que je veux dire, hein, entre les deux pays, il n'y a pas de guerre. Donc on peut imaginer une transition pacifique. Alors là, c'est là où les politistes ont eu un rôle important, parce que les questions de transition hégémonique, etc., sont une très très grosse question de sciences politiques. Mais si vous voulez, l'idée qu'il y a une compétition entre les deux, qu'il y a un déclin américain et une montée en puissance de la Chine, c'est ça qui finalement est en fait tout le temps testé. C'est-à-dire que quand vous êtes américain, mais aussi quand vous êtes chinois, vous dites, ah oui, mais on a déjà connu ça, c'est-à-dire les années 70, les Américains, c'était quand même pas la gloire. Et même la catastrophe généralisée. On ne donnait pas cher de l'avenir des États-Unis. Et derrière, il y a eu un Reagan. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y aura un Reagan, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont se redresser. Voilà. Mais si vous voulez, l'idée que le déclin, j'allais dire, est tendanciel, c'est pas évident. Vous voyez tous les chiffres qui sortent en ce moment entre la différence de croissance et les écarts de PNB entre les États-Unis et l'Union européenne, qui ont augmenté de façon abyssale dans les 10 dernières années. Donc... je veux dire, voilà, les États-Unis ne sont pas en récession, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas de chômage, donc voilà, c'est pas évident qu'il y ait... En revanche, du côté de la Chine, tous les jours, aujourd'hui, c'est la grande question, est-ce que vraiment la Chine n'est pas en difficulté, est-ce qu'elle va la rattraper, est-ce que finalement son déclin ou ses difficultés ne vont pas la pousser à faire la guerre, hein,
l'Allemagne, c'était fascinant. L'Allemagne en 14, justement, ils étaient totalement optimistes que finalement ils étaient les meilleurs et qu'ils allaient gagner la compétition entre puissances, et extrêmement pessimistes parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait les empêcher, en les encerclant, etc. L'inquiétude, c'est ce que la Chine, finalement, n'est pas aujourd'hui dans cet état d'esprit. Et quand vous lisez du Xi Jinping, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, on a fait des choses extraordinaires, on va continuer à les faire, on va faire les réformes qu'il faut pour continuer sur cette pente, etc. Mais on n'a jamais été dans une ère de troubles, de menaces, de problèmes aussi importantes depuis 100 ans. Bon, donc voilà, on est vraiment dans l'idée qu'on est vraiment à un carrefour, je crois, est une idée importante. Alors maintenant, par rapport à la guerre froide, là, pendant très longtemps, les choses étaient simples, c'était la dissuasion nucléaire qui avait empêché la guerre. Mais vous avez tout un tas d'autres facteurs. D'abord, ça, la dissuasion nucléaire, c'est difficile à prouver. Bon. Mais il y a tout un tas de facteurs qui ont pu jouer. Par exemple, le fait qu'on sortait, notamment les soviétiques, d'une guerre qui avait été absolument épouvantable, et que l'idée de guerre, on a vu les Européens aussi, certes, la construction européenne a peut-être joué sur la volonté de plus faire la guerre, mais on avait soupé d'une ce qu'on avait appelé la guerre civile de 30 ans, qui avait eu lieu de 14 à 45. Donc on peut imaginer que là aussi, on a des populations qui sont plus âgées, des populations qui ont effectivement plus d'argent, on parlait tout à l'heure, qui ont très peu d'enfants, donc on n'a pas envie de sacrifier les enfants. Il y a des questions sur la paix gériatrique, des genres de questions de sciences politiques très intéressantes. Mais voilà, quand vous avez un seul enfant et que vous avez énormément investi de vous avez payé des études aux États-Unis, etc., vous n'avez peut-être pas envie qu'il meure dans une guerre. Bon, vous voyez, donc il y a des facteurs structurels qui peuvent jouer de ce type-là, des facteurs mentaux. Et on pense que ça a joué pour l'absence de guerre froide. Et puis, il y a un facteur aussi qu'on a souvent minimisé. Tout à l'heure, je vous disais, je n'ai pas fait sur des gros ordinateurs des lois de sciences politiques, mais ça se faisait dans les années 50, 60. Et on avait trouvé, après avoir dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de dollars, à l'époque, avec des gros ordinateurs qui, aujourd'hui, feraient rire, on était arrivé à cette conclusion qu'il y avait plus de chances que deux pays se fassent la guerre s'ils avaient des tensions anciennes, où ils avaient des rivalités internes et des problèmes territoriaux. Vous allez me dire, quel exploit. Mais, pensez États-Unis, Union soviétique. Ils ne se sont jamais fait la guerre. Et ils n'ont pas de contentieux territoriaux, même si aujourd'hui, à la Douma, il y en a 2-3 qui disent on veut l'Alaska. Et en gros, ils n'ont pas de problème territorial. Donc, si vous voulez, vous n'aviez pas de question existentielle. Entre États-Unis et Chine, vous n'avez pas de problème existentiel. Alors, vous allez me dire, oui, mais Berlin, oui, mais Taïwan, etc. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Si on rentrerait en guerre on serait rentré en guerre pour Berlin, on serait rentré en guerre pour Taïwan. Encore une fois, ce n'est pas existentiel. Donc voilà, alors il y a d'autres, je ne vais pas les faire tous, mais vous voyez, hein, la grande question, c'est est-ce qu'il a joué, ce qu'on imagine pouvoir avoir joué pendant la guerre froide peut jouer. En revanche, il y a quelque chose où là, on est très inquiet, c'est que, on s'est dit, alors aussi l'Union soviétique était satisfaite territorialement, elle avait quand même bien gonflé pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin en 1945, hein, Staline avait bien pris des choses qu'il voulait prendre, mais que les Chinois sont plutôt des frustrés. D'accord ? Il y a encore des choses qu'ils veulent. Il y a quand même une différence entre les deux. Je parle en termes territoriaux, hein, pas en termes de sphère d'influence, etc. Deuxième élément qui me semble être une grosse différence, c'est la capacité d'arriver à gérer le conflit. C'est-à-dire qu'entre Américains et Soviétiques, notamment après 62, enfin la crise de Cuba, mais déjà avant on commençait à le voir, on s'est dit, quand même faire gaffe, ça peut dégénérer, et donc il faut des lignes de communication, il faut discuter, il faut gérer, faire de l'arms control, enfin faire un certain nombre de choses. Alors tout ça était très compétitif, ça n'empêchait pas la compétition, tout le monde se méfiait les uns des autres, etc. Mais on peut imaginer que ça a joué quand même un peu de rôle, ça a sans doute joué un rôle dans la guerre du Kippour d'octobre dont on parle quand même aujourd'hui. Voilà, on peut imaginer que ça joue un rôle. Or, c'est la grande inquiétude aujourd'hui. Vous savez que tous les jours, les Américains, il y a des déclarations, enfin il y a eu beaucoup de déclarations cette année pour dire ah ouais mais il faudrait pour éviter la catastrophe, arriver à trouver des moyens de discuter entre militaires, de discuter entre diplomates, de discuter entre chefs d'État en cas de crise, etc. Et on a l'impression, et toutes les études un peu sérieuses qui ont montré, qu'en fait les Chinois ne sont pas intéressés par la gestion de crise. Enfin, la gestion en temps de crise, on coupe au compteur à téléphone, et on a des souvenirs de la guerre de 69 avec les Soviétiques, où quand les Soviétiques essayaient d'appeler, ils se faisaient insulter par
par la demoiselle des Postes. Hein. Enfin, c'était pas une demoiselle des Postes, mais enfin, en gros, c'était à peu près ça. Et là, toutes les crises, on a vu qu'en gros, voilà, ils n'aiment pas la gestion de crise de façon coordonnée, discuter, essayer de trouver une solution, etc. Sauf sur des trucs très petits, genre quand il y a eu en 2001 par exemple un aviateur, enfin un avion qui a été abattu, un avion américain qui a été abattu, etc. Donc il y a eu quelques exemples, mais très 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 fins, enfin sur vraiment des tout petits incidents, mais on est très inquiet. Et c'est ça l'inquiétude aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y avait eu toute une noria de dirigeants américains, secrétaires d'État, secrétaires au Trésor, etc., qui sont allés en Chine pour essayer justement, sans doute, de dire il faut essayer de gérer cette confrontation pour pas qu'il y ait d'escalade, pour pas qu'il y ait de mauvaise perception, qu'il n'y ait pas une guerre par inadvertance, qu'on ne refasse pas 14, pour revenir à la comparaison avec 14. Et il n'y a pas de réciprocité chinoise. Alors vous allez me dire, il y en a qui ont disparu, ceux qui auraient pu aller. Donc ça n'aide pas, mais voilà. Bien, mais écoutez... J'étais un peu long, je suis désolé. Non, je pense que c'est parfait. On a pile une demi-heure pour justement dialoguer avec la salle. On va peut-être prendre dans ces cas-là 2 ou 3 questions d'un seul tiret. Au premier rang, madame. Ensuite, voilà, ici. Ça arrive. Ça arrive. Ça chauffe. Voilà. Merci pour l'exposé. Effectivement, il n'y a pas d'affrontement entre la Chine et les États-Unis sur le plan territoire. Vous l'avez très bien expliqué. Mais en termes de territoire hybride, c'est-à-dire territoire économique et territoire numérique, il me semble que la guerre est en très forte montée en puissance. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Parce que là, pour le coup, les territoires, ils se télescopent. Monsieur ? Comment avez-vous perçu la sortie dans les années 99 de l'ouvrage des 2 colonels chinois, La guerre hors limite, qui semblait annoncer une révolution dans le concept militaire chinois? Donc 2 questions un petit peu, finalement, très conflictualité. Pour me faire dire qu'il va y avoir la guerre, c'est ça? Là, je ne sais pas. Bien entendu, hein, ça fait partie des conditions des relations internationales qui ont changé depuis la guerre froide. Et il y en a beaucoup. Il n'y a pas que celles que vous mentionnez, mais il y a beaucoup de conditions qui se sont complètement transformées. Il y a bien sûr cette question du cyberespace, où là, évidemment, depuis longtemps, et d'ailleurs les Américains le craignaient de la part des Japonais aussi, la possibilité d'un Pearl Harbor, venu de Chine qui paralyse complètement tout le système américain, alors que ça soit sous cette forme-là ou qu'on liquide Guam, toutes les bases américaines, etc. Mais pour le moment, mais je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, c'est la guerre à basse intensité, un peu comme il y avait des formes d'espionnage qui permettaient la compétition technologique pendant la guerre froide. Et donc, c'est une arme parmi les autres. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une guerre qui soit uniquement dans cet espace-là. Et donc dont les conséquences seraient différentes. J'allais dire, ça serait presque l'équivalent de la bombe à neutrons inversée, c'est-à-dire que tout serait paralysé, on aurait plus la possibilité d'avoir accès à tout un tas de choses, à tout un tas de données, etc. Mais enfin, à la limite, ça nous tue pas tout de suite. Ça nous complique quelque peu la vie, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc c'est casser l'économie de l'autre, mais par rapport au bombardement stratégique de l'époque, c'est pratiquement un progrès. Donc oui, bien sûr, il y a des rivalités dans ce sens-là. Donc oui, ça a commencé, c'est non-stop, hein, on n'a pas besoin de déclarer la guerre, on ne sait pas, c'est très difficile d'attribuer quand vous avez une opération cyber d'où est-ce qu'elle vient. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que l'État qui le fait, n'importe quelle
groupe de Chinois un peu compétents et capables de le faire. Et comme vous avez des Chinois un peu partout, ils peuvent le faire d'autres endroits que du territoire chinois. Donc ça, je pense que ça fait effectivement partie des problèmes. Et l'autre question que vous avez évoquée, c'est-à-dire l'interdépendance économique, c'est la grande différence avec la guerre froide à l'époque des américano-soviétiques. Alors, pas si différente que ça, parce qu'on a tendance à dire, oui, ils ne faisaient pas d'échanges, où il n'y avait pratiquement rien, etc. Pourquoi est-ce que le bloc de l'Est s'est effondré? C'est parce qu'il était endetté. Bon, il y a 50 autres causes, mais ça, c'est absolument fondamental. Endettement, donc austérité, donc les gens sont bougés. Donc c'est un facteur très, 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 très important. Donc imaginez qu'ils étaient complètement en dehors, sans compter la question du pétrole et le contre-choc pétrolier qui a été un drame pour l'Union soviétique. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y avait pas d'interdépendance économique. En revanche, évidemment, aujourd'hui, les interdépendances économiques sont extrêmement importantes. Je ne crois pas qu'on soit vraiment, pour le moment, dans une guerre économique. Par rapport à ce que les Américains faisaient avec les Japonais, on en est dans les années 30, enfin, surtout l'année 41, on en est quand même très loin. Quand vous regardez les niveaux de commerce entre la Chine et les États-Unis, vous n'avez quand même pas des chutes énormes. Alors, on va dire, oui, mais quand même, le commerce, ça baisse un peu, etc. Ben oui, mais enfin, quand les Américains ont le commerce en plein boom avec le Vietnam, il faut savoir que le Vietnam, une partie, c'est des produits chinois, enfin, ou avec des composants chinois. Donc, finalement, ça ne fait pas de grosse différence. Et on voit les Chinois qui, aujourd'hui, investissent au Mexique pour pouvoir envoyer des produits. Donc, voilà, on n'est pas, tant que ça, à mon avis, dans une guerre commerciale. Ça n'empêche pas évidemment qu'on essaye de repositionner les chaînes de production, les chaînes de valeur, faire du nearshoring, friendshoring, essayer de diminuer les risques, enfin tout un tas de choses. Mais je veux dire, vous n'appuyez pas sur un bouton pour faire ça. Donc c'est très très lent. Il y a quand même encore des entreprises qui pensent qu'elles peuvent faire des affaires en Chine. Les Chinois sont quand même assez doués pour continuer à faire ces liens. Et vous avez tout un tas de Chinois qui n'ont pas du tout intérêt non plus à interrompre tous ces liens. Donc, on est encore dans une interdépendance qui est beaucoup plus forte qu'entre États-Unis et Chinois, sans compter encore tous ces fils de cadres du parti qui étudient aux États-Unis. Il y a encore quand même, alors il y a pratiquement plus d'étudiants américains en Chine, mais vous avez encore plus de 200 000 étudiants chaque année en Chine. C'est quand même un chiffre important. Ils sont encore les numéros 1. Alors, pour ce qui est de 99, ça a été discuté et effectivement. Après, on s'est dit, enfin, je m'en souviens un peu, notamment du côté américain, ouais, on a déjà eu ça avec les Japonais, c'est-à-dire que vous avez eu comme ça un certain nombre, le Japon qui dit non, puis après il y a eu la Chine qui dit non. Et donc, j'ai pas le souvenir qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, et en gros, le débat dont je vous parlais, c'est clôturé. À mon avis quand même en 99-2000 en disant la Chine n'est pas encore un problème, une menace importante. Après, moi je me méfie toujours de ces bibles, et un coup de Sun Tzu et un coup de cet ouvrage-là, et donc ça expliquerait tout, le jeu de Go, enfin tous ces approches un peu culturalistes. En fait, la vraie lecture en Chine dans les années 90, c'était l'amiral Mao. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas devenir une grande puissance si on n'avait pas une grande marine de haute mer. Comme les Japonais, d'ailleurs, disaient ça dans les années 20. Et donc, à la limite, vous voyez, c'est plutôt un auteur américain. Et aussi, on sait aussi qu'un certain nombre de gens qui, dans les années 80, faisaient des Alvin Toffler ou des gens comme ça, qui faisaient des grandes prévisions sur le monde qui allait complètement transformer, ont été traduits et énormément commentés en Chine. Donc, à mon avis, oui, on peut regarder, essayer de trouver une pensée chinoise de la guerre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qui a marché, ce qu'on traduisait, ce qui intéressait vraiment, qui était fait par les Américains. Avec aussi cette idée que, encore une fois, il faut vraiment toujours insister là-dessus, les Chinois connaissent infiniment mieux les États-Unis, comment ils pensent, qu'ils écrivent, voir les individus, etc., qu'évidemment vice-versa. Parce que nous, on ne traduit quand même pas grand-chose. Une question concernant le rapprochement des BRICS et la montée en puissance sur un plan stratégique des BRICS. Et puis une question également sur le temps long. Pour la Chine, effectivement, ce n'est pas la même notion du temps que l'Occident. Et donc, est-ce qu'à long terme, effectivement, les États-Unis et l'Occident ne sont pas appelés à
perdre le rôle actuel. On fait les deux. On va commencer une un peu plus haut. Allez-y. Ah, attendez. Le jeune homme, et puis juste après. C'est moi le jeune homme. Attendez. Bonsoir, merci. La période de la guerre froide a été marquée quand même par des violences politiques assez soutenues dans les États-Unis. Je pense aux assassinations de Kennedy et son frère et Martin Luther King. Est-ce que vous avez eu des réflexions sur une réémergence des violences politiques, voire une fracturation des États-Unis avec la montée de l'extrême droite en ce moment? Vous n'avez pas évoqué le collier de perles, c'est-à-dire cette installation au Pakistan, enfin un petit peu partout, les côtes de l'Afrique, Namibie, Amérique du Sud, tout ça. Finalement, c'est un petit peu pour bloquer le commerce mondial. Et c'est une partie c'est un autre élément de l'autre guerre froide, confrontation États-Unis-Chine. Mais bon, ça va plus loin que ça. Mais ils sont partout, je veux dire. Le collier de perles, on connaît cette notion de collier de perles, c'est-à-dire l'installation des Chinois absolument partout. Bon, peut-être en avoir 4 déjà. Voilà. Donc les BRICS. Ça rejoint d'ailleurs la deuxième question sur le déclin occidental, puisqu'on a tendance à s'exciter beaucoup, un coup sur l'Organisation de coopération de Shanghai, un coup sur les BRICS, en ayant l'impression que c'est une espèce de gros blocs qui vont s'opposer à l'Occident. Donc je vais parler que des BRICS, parce que sinon ça nous emmènerait trop loin. Oui, vous pouvez ajouter les PNB et trouver que les BRICS, ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai, hein, il n'y a pas de question, mais enfin tout ça c'est quand même très largement statistique. Pendant 10 ans, on a dit que les BRICS avaient des intérêts, des valeurs, tout était totalement contradictoire entre le Brésil démocratique et antinucléaire et la Chine, entre le Brésil qui veut exporter des produits agricoles et l'Inde qui veut surtout être protectionniste sur le plan agricole. Enfin bon, il y avait tout un tas de choses qui collaient pas. Aujourd'hui, donc, il y a cette extension des BRICS que la Chine voulait, à mon avis, essentiellement pour montrer qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas, enfin beaucoup de pays qui n'étaient pas d'accord avec les États-Unis, avec l'Occident et autres. Mais on sait que les relations entre la Chine et l'Inde sont extrêmement compliquées, qu'ils se marquent tous les deux à la culotte en ce moment, et que d'ailleurs une partie de la politique indienne dans le monde, c'est, dans le Sud, par rapport au Sud, c'est marquer la Chine à la culotte, ce qui est exactement la même chose d'ailleurs au passage que dans les années 50 et 60, à part qu'il n'y a pas eu... Il y avait eu une vraie guerre en 62 et que là, on a juste eu des incidents depuis 2020, mais qui sont quand même des incidents très, très sérieux et très, très problématiques. On a vu le choix qui a été fait, essentiellement des pays du Moyen-Orient autour du Golfe. Donc, à mon avis, c'est quand même un peu lié au pétrole, sans vouloir toujours tout ramener au pétrole. Mais enfin, qui est-ce qui est dépendant du pétrole aujourd'hui? C'est les pays asiatiques, hein, c'est pas les États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est un truc assez dilué. Plus il y aura de membres qui ont des intérêts très différents, plus ça sera dilué. Et je ne crois pas que ce soit une force importante. Ils sont pas d'accord sur la dédollarisation, comme on va faire. Parce que si la dédollarisation, c'est passer au renminbi, je ne suis pas sûr que ça suscite un enthousiasme généralisé. Donc voilà, il faut regarder, c'est important, mais je ne crois pas que ce soit un bloc anti-occidental. Et ceux qui sont rentrés n'étaient pas des pays anti-occidentaux. Hein. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas des pays anti-occidentaux. C'est des pays qui rusent beaucoup avec les occidentaux, mais ce n'est pas autre chose. Alors après, sur le temps long, oui, ça fait partie des clichés sur la Chine, en même temps vrai. Je veux dire, aujourd'hui, le discours tout le temps, c'est 5000 ans d'histoire, 5000 ans d'histoire. Ce qui est intéressant avec 5000 ans d'histoire, c'est évidemment, on était là avant vous, les Américains, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, bien entendu, une des choses qui est importante, c'est qu'en fait, le siècle des humiliations, c'est juste une petite écharpe dans l'histoire générale de la grandeur de la Chine. Donc voilà, ça, on remet ça sur la table, on en fait toujours tout un pataquès, etc., à l'intérieur, et puis ça nous sert sur la scène internationale. Mais fondamentalement, on est en train de reprendre notre place, on est en train de reprendre notre rang. Et ce qui est évidemment fascinant dans toute cette affaire, c'est l'obsession du rang. Et du rang, et de se mettre au sommet.
au sommet, ça peut être uniquement symbolique. Mais ça a quand même des manifestations. Je veux dire, quand vous allez négocier avec des Chinois qui commencent « moi je veux ça », ça met l'ambiance tout de suite. D'accord ? Et c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut quand même pas être... Et vous le voyez dans la manière de faire aussi tout le protocole, d'essayer de mettre Xi en... Justement, pendant au BRICS, là, ça s'est très mal passé avec les Sud-Africains. À mon avis, ça va chauffer dans les bronches de ne pas avoir laissé rentrer un certain nombre de gens avec Xi. Mais à mon avis, les Sud-Africains ont répondu parce qu'ils n'avaient pas dû amener leurs gens à l'intérieur. Enfin, c'est les joies du protocole, ça. Donc, voilà de ce côté. Et puis, l'autre chose, c'est, à long terme, c'est l'enjeu 2049. Ça, je pense que oui, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, d'abord, avant 2049, c'est jusqu'à quand Xi va être vivant, qui est quand même une vraie question, l'air de rien. Qu'est-ce qui va se passer après et jusqu'en, etc. Et puis, surtout, c'est 2049 de montrer vraiment à quel point cette puissance est considérable. Surtout qu'ils ont raté 2021. Ils avaient préparé quand même déjà les 100 ans du Parti communiste, une belle fête, hein, pour montrer tous les succès du pays, et puis ça a été un petit peu perturbé. Donc rien ne dit qu'en 2049, ça va pas être un petit peu perturbé. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'il y a un optimisme à long terme. Voilà, même si là on a des difficultés, on va les surmonter. J'essayais de montrer à des étudiants que finalement, on avait l'impression qu'ils parlaient comme une ONG ou la Commission européenne. C'est-à-dire, en gros, voilà, on a fait plein de choses, c'est extraordinaire, etc. Mais on a des défis, mais on va les surmonter, il faut continuer, il faut faire plus. Bon, c'est exactement ce qu'on entend tous les jours dans les organisations internationales et autres. Bon, donc, je pense que ça a marché comme ça. Après, quelle est la situation exacte en Chine où voilà, ça bruisse un peu, où il peut y avoir des tensions internes? Honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Sur les violences politiques aux États-Unis, oui, alors on peut dire que ça ressemble aux années 60. Les Américains en avaient quand même tiré une force incroyable, et vous avez des gens à gauche aux États-Unis qui pensent en tirer une force, c'est-à-dire d'expliquer que finalement toute cette volonté de tenir compte des droits civiques, de se réformer, etc., on est capable de faire ça aux États-Unis, et on va montrer qu'on est capable de faire ça dans le monde. Tous ceux qui ont promu les droits de l'homme dans le monde dans les années 70 sortaient de ce monde-là, de la lutte pour les droits civiques ou autres. Et donc, il y a l'idée qu'on peut aussi faire cela. À part qu'à mon avis, il y a plus tellement cette appétence d'essayer de transformer le monde, parce qu'on a eu l'impression que ça n'avait pas tellement marché, qu'on se prenait plutôt le boomerang dans la figure. Après, sur ce qui se passe aux États-Unis même, là, évidemment, moi je suis extrêmement pessimiste. On a une polarisation, mais complètement délirante. Une partie des républicains qui sont devenus totalement fous. Enfin, je pense que c'est l'expression. Alors, vous avez aussi quelques personnes bien marquées à gauche qui sont aussi devenues folles. Et donc, c'est extrêmement inquiétant. Et là encore, tout à l'heure, je parlais des gens qui internationalisent leur lutte et qui montrent que finalement, les États-Unis, c'est les progressistes, ceux qui vont guider le monde pour se débarrasser de toute leur tard, de tous leurs problèmes, etc. Mais vous avez la contre-révolution, au sens presque propre du terme, américaine, d'une extrême droite quand même violente, anti-tout, qui, avec des dimensions religieuses quand même assez qui laissent un peu perplexe, qui aussi ont des réseaux absolument partout. Donc si ils mondialisent leur guerre culturelle, ça va pas être bon. Ils le font déjà, hein. Mais c'est plus ça c'est ça qui m'inquiète. Et puis évidemment, ce qui va se passer en 2024. Et je pense qu'on est tous complètement terrorisés. Je pense que toutes les chancelleries, déjà Trump, premier coup, ça avait quand même. Moi, je trouve qu'on était à peu près à arriver à gérer le type quand même, hein, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Mais on sait ce qu'il préparait pour le deuxième, hein. L'OTAN, c'est fini, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un deuxième, avec en plus des militaires qui commencent à dire est-ce qu'on va prêter serment à Trump, etc. L'ambiance va être chaude, hein. Dernière chose, le collier de perles. Oui, le collier de perles, c'est le terme à la mode 2007-2008, hein, notamment pour l'océan Indien. C'est ça qui a été notamment aussi parce que les Chinois faisaient la lutte anti-piraterie jusqu'aux côtes de Somalie, donc qui a fait penser que l'océan Indien était important, que l'Indo-Pacifique était le nouvel horizon.
En fait, dans la réalité, il n'y a pas eu vraiment enfin, ce collier de perles était plus un fantasme qu'une réalité. Aujourd'hui, on est effectivement très attentif de savoir où est-ce que les Chinois pourraient ouvrir des bases. Pour le moment, il n'y en a pas. Enfin, à part Djibouti, il n'y a pas vraiment des bases. Il y a la question cambodgienne, est-ce qu'ils vont faire à l'ouest de l'Afrique, etc. Mais enfin, des vraies bases à l'américaine, je veux dire, par rapport aux Américains, ils sont quand même très, très, très loin derrière. Alors après, toute leur présence dans les ports peut, en cas, si vous faites des scénarios de guerre, évidemment, c'est des centaines de ports où ils pourraient avoir des avantages, où ils pourraient mouiller, etc. Mais on n'a pas l'impression d'une course éperdue aux bases. Et d'une façon générale, d'ailleurs, une partie de leurs investissements et de leur présence, moi je pense que, vous dites les Chinois sont partout, c'est vrai. Enfin, il y a vraiment des endroits où vous ne vous attendez pas à en voir autant. Non, mais avec des postes, enfin, je veux dire, vous allez dans les Caraïbes, vous avez tout un tas de petits commerces, de supermarchés qui sont, enfin, avec des patrons chinois, etc. Enfin, c'est partout. Enfin, en Afrique, c'est connu, mais Amérique latine aussi. Donc, en fait, le problème, c'est, à mon avis, ça va être la sécurité de ces gens-là et la sécurité des infrastructures. Et d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire ils commencent à avoir des compagnies de sécurité privées, donc pour les infrastructures qu'ils font au Pakistan ou ailleurs, ça ressemble exactement à ce qu'il y avait dans les voies de chemin de fer qu'on faisait à travers la Mandchourie, hein, où il y avait finalement enfin, c'était pas des sociétés de sécurité privées, c'était les armées tsaristes. Mais si vous voulez, vous aviez la question sécuritaire qui était extrêmement, extrêmement importante. Et moi, je pense que là, ils ont réussi un certain nombre d'évacuations de ressortissants. Hein. La Libye a été un cas évident. Mais il va falloir les préparer maintenant. Parce que des pogroms anti-chinois, il y en a eu, ils en ont connu. Hein. En Asie du Sud-Est, il y en a eu. Indonésie, c'est quand même des choses qui arrivent assez fréquemment. Les pogroms anti-chinois, au bout d'un moment, ça passe plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ? Et donc, finalement, il faut bien voir que ce n'est pas Xi Jinping qui est en train de planter ses petits drapeaux. Il y a tout un tas de Chinois qui s'installent partout, comme vous dites. Ils ne sont pas lancés par Xi Jinping. Je veux dire, hein, après, que les ambassades se débrouillent pour avoir des liens avec eux, les utiliser, etc., c'est possible. Mais fondamentalement, ils viennent s'installer, ils veulent faire du business. Voilà, c'est la famille, c'est la province. Il y a des liens qui ont fait venir une partie des gens qu'on connaît, etc. Mais, au bout d'un moment, protection. Protection de leurs affaires, protection des équipements qu'on a payés, protection des individus, etc. Quand on voit les énormes usines en Namibie, par exemple, moi j'y étais il y a pas longtemps, hein, donc on voit un énorme truc, c'est écrit en namibien, et en chinois. Bien sûr. Un énorme truc pour récupérer. Oui, mais ils sont en train au début, ils faisaient surtout des palais et des stades et des choses comme ça, un peu comme les Nord-Coréens. Maintenant, ils en font plus. Mais je veux dire, d'abord, c'est pas toujours de qualité irréprochable. Et puis, il y a toujours cette question, c'est voilà, si c'est essentiellement des contremaîtres chinois, si c'est des ouvriers chinois qui sont sur les chantiers, si tout le petit commerce qui vient avec, qui vend des produits chinois et qui ruine les producteurs locaux, voilà, il y a tout un tas de jeux. Et on sait aujourd'hui que l'image internationale de la Chine, on n'a pas eu le temps de parler de ça, c'est quand même énormément détérioré ces dernières années. Alors, pas auprès des gouvernements qui empochent une partie des commissions, mais quand même, je veux dire, une partie de la population est quand même pas toujours extrêmement contente. Et l'image, alors, l'image peut être positive en disant ça va être la grande puissance, on va en profiter, etc. Mais on peut être craint sans être aimé. Une toute dernière question. Bon, je laisse. Non. Et alors dans ces cas-là, je voulais. Si, il y a une question. Ah, bah écoutez. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre propos. Vous n'avez pas beaucoup parlé de alors, on ne peut pas appeler ça la population chinoise. Il n'y a pas d'opinion publique vraiment en Chine, parce que tout est hyper contrôlé, etc. Mais malgré tout, quelle relation, quelle importance peut avoir dans l'analyse décisionnelle des dirigeants chinois la prise en compte de leur population? Est-ce qu'ils auraient une capacité à envoyer les gens au charbon comme le font les Russes actuellement, sans se poser de questions ou pas? Ce facteur-là, comment vous l'analysez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, j'en parle un peu dans le livre. Je ne fais que répondre aux questions. Hein, donc, ce n'était pas exposé où je faisais le tour de tous les sujets. Effectivement, c'est quand même très difficile de faire des sondages en plus représentatifs. 1000 personnes pour 1,4 milliard, c'est quand même pas simple.
en fait, l'interrogation est une interrogation, et c'est pour ça que je fais la comparaison avec 14, avec un peu le nationalisme en Allemagne, de l'Empire. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait un mélange à la fois d'un parti qui essaye de nourrir cette fibre patriotique, et là, visiblement, il y a quand même un effort très important, un peu comme en Russie, justement. Mais plus on fait cet effort, plus c'est la preuve qu'on n'est pas sûr de la fibre patriotique et de la volonté de combattre de sa population. Hein, il faut toujours faire attention à ça. Hein, quand on le fait, on le demande plusieurs fois. Il y a quand même des interrogations sur cette capacité à combattre. D'abord parce qu'ils ont, encore une fois, ils n'ont pas combattu. Je veux dire, ça fait d'une vraie guerre. La dernière qu'ils ont faite en 79 contre le Vietnam, c'est pas moi qui vais dire que le Vietnam n'est pas un pays qui sait se battre, mais enfin bon, je veux dire, ça n'a pas été glorieux. Il y a sans doute eu plus de morts chinois que de morts vietnamiens, quand même. Donc, voilà, on n'est quand même pas sûr de cette population. On n'est pas sûr que tout le monde s'est pas un peu avachi. D'ailleurs, c'était aussi ce que les Britanniques pensaient d'eux-mêmes à la veille de la guerre de 14. Donc, il y a quand même des interrogations là-dessus. Et je pense que voilà, on redouble de ce patriotisme qui peut être le signe que voilà, il y a bien d'autres centres d'intérêt. Mais d'un autre côté, et ça, c'est évidemment inquiétant, c'est que je pense que depuis pas mal d'années, depuis 99 notamment, et le bombardement par les Américains en Serbie de l'ambassade de Chine, on a découvert que, notamment grâce aux réseaux sociaux, vous aviez un nationalisme venu d'en bas, pas venu d'en haut, mais qui venait d'en bas et qui était souvent plus radical. Et en fait, alors vous allez me dire sur 1,4 milliard combien, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et notamment aussi des Chinois de l'étranger. Notamment tout ce qui est sur les souvenirs avec le Japon, etc. Ça a été lancé par sur le souvenir des horreurs qui ont été commises, le Nankin, etc. C'est venu des Chinois aux États-Unis parce qu'ils ont vu que ça marchait bien, comment on monte une campagne, etc. Et là, ce qui m'a frappé, à la fois sur ce que je peux percevoir de ce qui se dit en Chine, pas grand-chose parce que je ne parle même pas chinois, mais je veux dire, il y a quand même des choses sur lesquelles on a accès, il y a de la traduction automatique, il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant, mais qui a quand même eu, notamment par exemple dans la crise de Taïwan l'été 2022, tout un tas de gens qui ont trouvé quand même que le gouvernement n'a pas fait grand-chose. Un peu humilié. Et je commence à voir, et ça m'inquiète un peu, dans des étudiants chinois, à droite à gauche, pas citer où, des jeunes qui pensent la même chose. Et moi, j'ai vu arriver les poutiniennes en cours, hein, moi. Et c'était quelque chose. Donc les jeunes filles qui, c'était même pas la peine de discuter, quoi. Poutine, etc. Donc, si vous voulez, moi je pense que le gouvernement, en cas d'incident grave, ça va pas être facile de gérer justement ces populations. Alors si c'est avec les Japonais, ils tapent sur les Japonais, on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'il y aura des espèces de violences anti-japonaises ou sur les magasins japonais, etc. Sur d'autres occidentaux, ça risque de poser plus de problèmes. Mais en tout cas, l'impression que le gouvernement est faible et que derrière sa rhétorique patriotique, il n'est même pas capable finalement de tenir tête aux États-Unis, ça peut être assez dangereux. Je ne crois pas à une guerre poussée par l'opinion publique. 14 n'a pas été poussé par l'opinion publique, les guerres sont rarement poussées par l'opinion publique, même à mon avis jamais. Mais quand même, si vous avez sur les réseaux, plus relayé par des gens que ça intéresse, une agitation assez forte, ça peut ne pas être bon. Après, les militaires, ils peuvent très bien vivre du commerce, de la corruption, profiter de leur situation, etc., et pas avoir envie de se battre et de se tester et d'être virés s'ils ne sont pas bons. Parce qu'en Russie, comme vous avez fait la comparaison, il y en a quand même quelques-uns qui, pourtant, ils s'étaient déjà exercés ailleurs, ont été virés assez vite. Bien. Mais écoutez, merci beaucoup Pierre Grosso. Merci à vous. Je peux vendre mon livre. Je vais l'annoncer. Alors justement, je retiens 3 choses parmi finalement toutes celles que vous nous avez présentées. D'abord une interrogation sur comment éviter justement cette rupture. Est-ce que le conflit est évitable, soit par le doux commerce ou la douce corruption, ça dépend, soit par les adultes, qu'ils soient dans la salle ou pas. Cette interrogation, je la pondérerai aussi par ce que vous avez aussi souligné, à savoir le retour quand même de l'idéologie au travers des valeurs, même s'il ne faut pas tout leur dire. D'un côté, le MAGA à la Trump,
ou les valeurs asiatiques. Et finalement, dans les deux cas, c'est une sorte de soft power qui irrigue, peut-être même avec cette question sur l'opinion Maintenant, on est publique. passé aux valeurs chinoises. Hein, quand Oui, même. voilà, donc, valeur importance. Et puis, surtout, je retiendrai en conclusion le fait que, vous avez comme dit que, et je retiendrai qu'on peut toujours avoir une paix gériatrique, ce qui est quelque part assez rassurant. Surtout, je voudrais vous remercier parce que, finalement, si pour vous, vous avez d'autres questions, je me permettrai de dire que le prochain ouvrage est sous presse et sera en bonne librairie dès la semaine prochaine, donc une histoire mondiale des relations internationales. Là, vous en aurez... Pas tout fait tout seul. Hein. Non, mais vous aurez à peu près plus de 1200 pages pour être finalement, je sais pas, un shogun, mais c'est un terme japonais, hélas, en matière de relations internationales. Et puis, pour tous, je vous donne déjà rendez-vous pour nos prochains débats stratégiques. Le 13 novembre, nous aurons Dimitri Minich qui viendra présenter et de parler de la pensée stratégique, lui, russe. Le 23 novembre, ce sera Nathalie Loiseau qui viendra témoigner autour de son ouvrage et, en le présentant, évoquer aussi un peu les enjeux qui se trouvent à Bruxelles. Et le 4 décembre, Manon Tourtanous et Jean-Pierre Bade viendront nous parler viendront répondre à la question de savoir s'il est possible de fréquenter les infréquentables. Voilà, je vous remercie. Un petit papier dedans. Ah bah écoutez, Oui. en plus, vous reviendrez alors. Non, je vais essayer Manon Nour le faire, mais Voilà. c'est un très beau sujet. Et ben justement, donc c'est un beau sujet. Et en attendant, je vous remercie encore. Merci et je à vous vous souhaite de à votre tous une invitation. excellente Bonne soirée. Bonne soirée à tous.